En 1669, l'Espagne expulsa ses derniers Juifs. Pas de Madrid, pas de Barcelone, pas d'une ville quelconque de la péninsule ibérique, d'une forteresse sur la côte africaine. 177 ans après que le décret de l'Alhambra eut banni tous les Juifs du sol espagnol, une communauté de 470 personnes vivait ouvertement en tant que Juifs sous la couronne espagnole. Ils parlaient castillan, ils servaient le roi, ils prêtaient de l'argent au trésor royal, et pendant plus d'un siècle et demi, ils avaient survécu dans un endroit où, selon toutes les lois et tous les principes que l'Espagne prétendait défendre, ils n'auraient pas dû exister du tout. Leur foyer était Oran, une garnison militaire perchée sur la côte algérienne, entourée de territoires hostiles, maintenue à grands frais ruineux, et totalement dépendante d'une petite communauté de familles juives qui servaient d'interprètes, de diplomates, d'espions et de marchands. Sans eux, la garnison espagnole ne pouvait pas communiquer avec les tribus musulmanes environnantes. Sans eux, la forteresse ne pouvait pas fonctionner. Et puis, en l'espace de 3 ans, tout s'effondra. L'homme qui avait maintenu le tout ensemble mourut. Les ennemis qui avaient attendu pendant des décennies virent leur opportunité. Et une reine régente, gouvernant au nom d'un roi enfant maladif, signa l'ordre qui mit fin à 160 ans de coexistence précaire. Voici l'histoire des derniers Juifs de la couronne espagnole. Comment ils en vinrent à vivre sous le règne de la monarchie même qui avait expulsé leurs ancêtres, ce qui les rendait si précieux que l'Espagne viola ses propres lois pour les garder. Quels comportements et quelles relations leur permirent de survivre pendant 6 générations? Et pourquoi, finalement, la survie ne fut pas suffisante? Pour comprendre ce qui arriva en 1669, nous devons remonter à septembre 1666, à la mort de l'homme dont la vie avait tout rendu possible. Son nom était Jacob Cancino. Jacob Cancino II détenait le titre d'interprète royal des langues dans les places d'Oran. Le titre semble modeste. La réalité était tout sauf cela. Pendant 30 ans, Jacob avait été l'homme indispensable, la personne par qui devait passer toute communication entre la garnison espagnole et le monde musulman. Il négociait avec les souverains de Tlemcen. Il recueillait des renseignements sur les mouvements ottomans. Il s'occupait de la rançon des captifs chrétiens. Il gérait les relations commerciales qui permettaient à la garnison de s'approvisionner en grains et en bétail. Mais le pouvoir de Jacob s'étendait bien au-delà d'Oran. En 1623, il avait obtenu quelque chose qui aurait dû être impossible, la permission de vivre ouvertement en tant que juif à Madrid, au siège même du pouvoir de l'Inquisition espagnole. Il avait fait cela sous la protection du comte-duc d'Olivar, le ministre le plus puissant d'Espagne. Il avait traduit des livres et les avait publiés dans la capitale espagnole. Il avait arpenté les couloirs du palais royal. Et en 1656, alors que la couronne espagnole était en faillite pour la 9e fois en un siècle, Jacob Cancino avait prêté au roi 800 000 ducats. 800 000 ducats. Pour mettre cela en perspective, le coût annuel du maintien de l'ensemble de la garnison d'Oran s'élevait à environ 100 000 ducats. Jacob avait personnellement financé 8 années d'opération. Ce n'était pas de la charité, c'était une assurance. Un roi n'expulse pas un homme à qui il doit 800 000 ducats. Jacob avait des ennemis. Le gouverneur d'Oran, le marquis de Los Vélez, le détestait. Le marquis voulait réassigner le poste d'interprète à quelqu'un qu'il contrôlait. En 1643, un ancien commissaire de l'Inquisition nommé Fray Juan Ponce avait écrit au Conseil suprême de l'Inquisition pour l'avertir de l'arrivée de Jacob en Espagne. Ponce le qualifiait de magicien puissant qui utilisait des herbes et des poudres pour subjuguer autrui. L'Inquisition avait ordonné au port de Valence d'expulser tout juif d'Oran qui débarquerait sans permission royale explicite. Rien de tout cela n'eut d'importance. Jacob était trop bien implanté, trop utile, trop riche. Tant qu'il vécut, la communauté juive d'Oran fut protégée.
Le 19 septembre 1666, Jacob Cancino II mourut. Il laissa derrière lui une communauté de près de 500 personnes. Il laissa derrière lui un fils, Isaac, qui n'avait pas les relations politiques de son père. Il laissa derrière lui un gouverneur qui attendait ce moment depuis des années. Et il laissa derrière lui une Espagne plus faible, plus pauvre et plus désespérée de prouver ses références catholiques qu'à tout autre moment de son histoire. Le nouveau roi, Charles II, avait 5 ans lorsque son père mourut en 1665. Il n'assumerait le pouvoir personnel qu'en 1675. Entre-temps, sa mère, la reine régente Marianne d'Autriche, n'a gouverné par l'intermédiaire d'une série de ministres controversés. La régence était faible, divisée par les factions et constamment attaquée. En février 1669, le ministre principal de Marianne, un jésuite allemand nommé Juan Everardo Nithard, fut chassé du pouvoir par le demi-frère illégitime du roi. La régence avait besoin de démontrer sa force. Elle avait besoin de démontrer son orthodoxie catholique. Elle avait besoin d'une victoire qu'elle pourrait brandir. Le marquis de Los Vélez vit sa chance. Avec Jacob mort, 100 personnes de stature comparable pour défendre la communauté à Madrid, avec une régence faible cherchant des moyens de projeter son autorité, le gouverneur présenta son dossier pour l'expulsion. Les arguments étaient familiers. C'étaient les mêmes arguments qui avaient été avancés en 1492. Et en 1609, lorsque l'Espagne expulsa sa population morisque, et à chaque moment où l'Espagne avait choisi la pureté religieuse plutôt que l'avantage pratique. Les Juifs étaient une tache sur le sol catholique. Leur présence était un affront à la foi. Leur service, quel qu'il soit, ne pouvait justifier le scandale de tolérer des infidèles sous la couronne espagnole. Les arguments contre l'expulsion étaient également familiers. Les Juifs étaient utiles. Ils fournissaient des services que personne d'autre ne pouvait fournir. Ils avaient prêté de l'argent à la couronne. Leur retrait nuirait à la capacité de fonctionnement de la garnison. En avril 1669, la reine régente Marianne signa le décret. Les Juifs d'Oran et de la forteresse adjacente de Mers el-Kébir reçurent l'ordre de partir. 160 ans de survie prirent fin, car la communauté se dispersa. Certains allèrent à Nice, qui était sous le règne des ducs de Savoie, d'autres poursuivirent vers Livourne en Toscane, où les grands-ducs de Médicis avaient fait du port un refuge pour les marchands séfarades. Certains se rendirent à Amsterdam, où une communauté juive florissante avait émergé sous la protection néerlandaise. D'autres probablement traversèrent en territoire musulman, vers Tlemcen ou d'autres villes d'Afrique du Nord, où leurs ancêtres avaient autrefois trouvé refuge. Et un membre de la communauté fit un choix différent. Isaac Cancino, le fils aîné de Jacob Cancino II, se convertit au christianisme au moment de l'expulsion. Après 6 générations de sa famille servant l'Espagne tout en maintenant leur foi, après 160 ans où la communauté préserva son identité dans les circonstances les plus impossibles, Isaac choisit le baptême. Nous ne connaissons pas ses raisons. Nous ne savons pas s'il se convertit par conviction, par désespoir ou par calcul. Nous savons seulement que lorsque la communauté sortit d'Oran pour la dernière fois, le fils aîné de Jacob Cancino resta en arrière en tant que chrétien. La forteresse survivrait encore 39 ans. En janvier 1708, Oran tomba aux mains des forces ottomanes algériennes, sous le commandement du bey de Mascara. La garnison, réduite à moins de 1500 hommes par les mutineries et les expéditions de secours ratées, fut submergée. L'Espagne reconquit brièvement la ville en 1732, puis l'abandonna définitivement en 1792, après un tremblement de terre dévastateur. Les Juifs qui avaient fait fonctionner la garnison étaient repartis depuis longtemps à ce moment-là. L'expertise qu'ils avaient fournie, les relations qu'ils avaient bâties, les réseaux de renseignement qu'ils avaient maintenus pendant 6 générations, tout cela était sorti par les portes en avril 1669.
Ce documentaire racontera l'histoire de la façon dont cette communauté en vint à exister, comment elle survécut et pourquoi elle tomba. C'est une histoire sur les usages de la tolérance et les limites de l'utilité, sur ce que signifie être indispensable jusqu'à ce que, soudainement, on ne le soit plus, sur un petit groupe de personnes naviguant entre les empires, entre les religions, entre les lois qui auraient dû les condamner et les besoins qui les maintenaient en vie. Cela commence non pas en 1669, ni en 1666, mais en 1492, avec un décret qui changea le monde. Le 2 janvier 1492, l'armée de Ferdinand et Isabelle entra dans la ville de Grenade. Le dernier souverain musulman de la péninsule ibérique, Muhammad XII, remit les clés du palais de l'Alhambra et partit en exil. La Reconquista, la campagne chrétienne séculaire pour reprendre l'Espagne de la domination islamique, était achevée. Moins de 3 mois plus tard, le 31 mars, Ferdinand et Isabelle signèrent le décret de l'Alhambra. Tous les Juifs des royaumes de Castille et d'Aragon reçurent 4 mois pour se convertir au christianisme ou partir. Il n'y aurait pas d'exception. Il n'y aurait pas d'appel. Les Juifs qui resteraient après la date limite feraient face à la mort. Le décret affecta entre 150 000 et 200 000 personnes. Certains se convertirent, devenant ce qu'on appelait des conversos ou nouveaux chrétiens. Beaucoup d'entre eux passèrent les plusieurs siècles suivants sous la suspicion de l'Inquisition, qui existait précisément pour enquêter sur la sincérité de leur conversion. D'autres partirent. Ils allèrent au Portugal, qui émettrait son propre décret de conversion forcée en 1497. Ils allèrent dans l'Empire ottoman, où le sultan Bayezid II se serait moqué de Ferdinand pour avoir appauvri son propre royaume afin d'enrichir celui de son rival. Ils allèrent en Italie, dans les Pays-Bas, partout où on voulait d'eux, et beaucoup allèrent en Afrique du Nord. Les côtes marocaines et algériennes étaient proches, à quelques jours de navigation de l'Espagne. Des communautés juives y existaient déjà, descendantes de vagues antérieures de réfugiés et de juifs qui vivaient dans la région depuis des siècles. La ville de Tlemcen, capitale d'un royaume musulman régional, devint un centre majeur de la vie juive, tout comme Fès au Maroc, tout comme un port commercial prospère appelé Oran. Ferdinand et Isabelle n'avaient pas l'intention que l'histoire se termine là. La Reconquista avait unifié l'Espagne sous le règne chrétien. L'expulsion avait purgé la terre des Juifs. Mais les monarques et leurs successeurs croyant que la mission de l'Espagne s'étendait au-delà de la péninsule. La croisade se poursuivrait de l'autre côté de l'eau, dans les terres de l'islam. L'homme qui porterait cette vision était le cardinal Francisco Jiménez de Cisneros, archevêque de Tolède, grand inquisiteur d'Espagne, et l'une des figures les plus puissantes du royaume. Cisneros était un ascète, un réformateur et un fanatique. Il avait personnellement supervisé la conversion forcée des musulmans à Grenade, brûlant des milliers de manuscrits arabes sur la place publique. Il croyait que la destinée de l'Espagne était de porter la croix en Afrique. En 1505, Cisneros finança et organisa la conquête de Mers el-Kébir, un port naturel sur la côte algérienne. 4 ans plus tard, il jeta son dévolu sur un prix plus important, la ville d'Oran. Oran, en 1509, était un centre commercial prospère d'environ 25 000 habitants, gouverné par le royaume zianide de Tlemcen. Elle occupait une position stratégique sur la côte méditerranéenne, contrôlant les routes commerciales entre l'Europe et l'intérieur africain. C'était aussi une base pour les corsaires qui attaquèrent les navires et les villes côtières espagnoles. Cisneros assembla une expédition à un coût stupéfiant. La facture finale s'éleva à 39,6 millions de maravédis, près de 5 fois ce que la couronne dépenserait plus tard pour la circumnavigation du globe par Magellan. Une flotte de 80 navires transporta entre 8 000 et 12 000 fantassins et 3 000 à 4 000 cavaliers à travers la Méditerranée. Le commandant militaire était Pedro Navarro,
comte d'Oliveto, un vétéran des guerres d'Italie. La flotte partit de Carthagène le 16 mai 1509. 2 jours plus tard, le 18 mai, l'assaut commença. Les défenses de la ville s'effondrèrent avec une rapidité choquante. Environ 4000 défenseurs furent tués. Les pertes espagnoles se chiffrèrent à moins de 30. À la fin de la journée, Oran était aux mains des chrétiens. Le cardinal Cisneros entra dans la ville conquise le 20 mai. La transformation commença immédiatement. Les mosquées furent consacrées en églises, hôpitaux et couvents. Les livres et archives arabes de la ville furent rassemblés et brûlés. Cisneros voyait Oran comme la première étape d'une nouvelle croisade qui atteindrait finalement Jérusalem. Cette croisade n'eut jamais lieu. Ferdinand était plus intéressé par la politique européenne que par les aventures africaines. Les ressources qui auraient été nécessaires pour une expansion ultérieure furent consommées par des guerres en Italie et ailleurs. L'Espagne établit une série de forteresses côtières, des presidios, le long de la côte nord-africaine. Mais elle ne conquit jamais l'intérieur. À son extension maximale, vers 1511, l'Afrique du Nord espagnole comprenait Oran, Mers el-Kébir, Béjaïa, Tripoli et quelques autres positions. En l'espace de quelques décennies, la plupart de celles-ci étaient tombées aux mains des Ottomans ou des pouvoirs musulmans locaux. Au XVIIe siècle, l'Espagne ne détenait qu'Oran, Mers el-Kébir, Melilla et quelques avant-postes rocheux. Oran devint une garnison permanente, une île chrétienne dans une mer musulmane. Les Espagnols la fortifièrent lourdement. Le fort de Santa Cruz, perché à plus de 400 mètres au-dessus du niveau de la mer sur le mont Murjajo, devint l'une des installations militaires les plus impressionnantes de la Méditerranée. Il était relié par des tunnels souterrains au fort de Lamoun et au fort Saint-Philippe. Le complexe était conçu pour être imprenable. Maintenir cette forteresse était ruineusement coûteux. Les coûts annuels dépassaient 100 000 ducats, un drainage constant d'un trésor qui passait de faillite en faillite. La garnison comptait généralement entre 3 000 et 5 000 soldats, commandés par des capitaines généraux issus de la plus haute noblesse espagnole. Le poste était prestigieux, mais éprouvant. La maladie, la désertion et les sièges périodiques par les forces musulmanes environnantes faisaient d'Oran l'une des affectations les plus dangereuses de l'Empire espagnol. Et voici le problème fondamental. La garnison était complètement isolée. Les soldats étaient espagnols. La population environnante était musulmane. La garnison avait besoin de nourriture, d'eau, de renseignements et de la capacité de négocier avec les pouvoirs locaux. Elle ne pouvait obtenir aucune de ces choses par elle-même. Les Espagnols développèrent un système appelé les moros de paz, les Maures paisibles. C'étaient des tribus locales qui acceptaient d'approvisionner la garnison en échange de paiements et de protection. Les arrangements étaient complexes, fragiles et absolument essentiels. Sans eux, la garnison mourrait de faim. Mais les moros de paz parlaient arabe. Les soldats espagnols parlaient castillan. Quelqu'un devait traduire. Quelqu'un devait négocier les termes. Quelqu'un devait comprendre le réseau complexe de politique tribale et de relations commerciales qui déterminait si la garnison mangerait ou mourrait de faim. Les soldats espagnols ne pouvaient pas faire cela. Ils ne parlaient pas la langue. Ils ne connaissaient pas les gens. Ils ne comprenaient pas la culture. Il y avait cependant une communauté à Oran qui le pouvait. Une communauté bilingue en castillan et en arabe. Une communauté avec de profondes connexions commerciales dans toute la région. Une communauté qui vivait en Afrique du Nord depuis des générations et comprenait comment les choses fonctionnaient. Une communauté juive. Le cardinal Cisneros, l'homme même qui avait brûlé les manuscrits arabes à Grenade, l'homme même qui servait comme grand inquisiteur d'Espagne, prit une décision qui contredisait tout ce qu'il prétendait croire. Il autorisa 7 foyers juifs à demeurer à l'intérieur des murs d'Oran. La logique était brutalement pragmatique. L'Espagne avait besoin de ce que les Juifs pouvaient fournir. L'idéologie devrait attendre. Il n'y eut pas de charte officielle, pas de document légal établissant les droits de la communauté.
juste une série de décisions ad hoc par Cisneros, puis Ferdinand, puis Charles Quint, permettant aux Juifs de rester. Le mot qu'utilisent les historiens pour décrire le statut de la communauté est simple, indispensable. Ils furent tolérés non pas parce que l'Espagne était devenue tolérante. L'Espagne ne l'était pas. Ils furent tolérés parce que l'Espagne ne pouvait fonctionner à Oran sans eux. Cet arrangement durerait 160 ans. Il produirait l'une des communautés juives les plus étranges de l'histoire. Des gens qui servirent la couronne, qui avaient expulsé leurs ancêtres, qui maintenaient leur foi sous les yeux de l'Inquisition, ce qui devinrent si essentiels aux opérations espagnoles qu'aucun gouverneur ne pouvait les expulser aussi fort qu'il pût le désirer. Jusqu'en 1669, lorsque quelqu'un finit par le faire. Les Juifs qui vivaient à Oran quand Cisneros l'a conquis n'étaient pas arrivés la veille. Leur présence en Afrique du Nord remontait à plusieurs générations. La première vague majeure arriva après 1391, lorsque des émeutes anti-juives balayèrent la Castille et l'Aragon. Des foules attaquèrent les quartiers juifs à Séville, Cordoue, Valence et Barcelone. Des milliers furent tués. Des milliers d'autres se convertirent sous la contrainte. Et des milliers s'enfuirent. Beaucoup d'entre eux en Afrique du Nord, où les dirigeants musulmans offraient au moins une certaine protection. La deuxième vague arriva après 1492, ou lorsque le décret de l'Alhambra donna aux Juifs 4 mois pour se convertir ou partir. Oran était l'un des ports nord-africains les plus proches de l'Espagne. Des navires transportant des réfugiés y accostèrent à l'été 1492, leurs passagers rejoignant la communauté qui s'était formée un siècle plus tôt. Au moment où les soldats de Cisneros prirent d'assaut les murs en 1509, Oran avait une communauté juive établie, intégrée au tissu commercial de la ville. Ils connaissaient l'arabe, ils connaissaient les marchands locaux et les chefs tribaux. Ils savaient comment le commerce fonctionnait entre la côte et l'intérieur. Ils avaient exactement les compétences dont la garnison espagnole aurait besoin. La décision de Cisneros de conserver 7 foyers juifs ne fut pas un acte de miséricorde. Ce fut un calcul. La garnison avait besoin d'interprètes et les Juifs étaient les seules personnes capables de faire ce travail. Tout le reste, y compris les principes fondamentaux sur lesquels l'État espagnol prétendait être bâti, devrait s'accommoder de cette réalité. Au cours des décennies suivantes, la communauté s'agrandit. 7 foyers devinrent davantage. Au début du XVIIe siècle, peut-être 300 Juifs vivaient à Oran. Au moment de l'expulsion en 1669, la communauté comptait 466 à 476 individus vivant dans plus de 100 maisons. Cela représentait environ 1/5 de la population totale du Presidio. 4 familles dominaient la vie de la communauté: les Cancino, les Sasportas, les Satora et les Benzmiro. Celles-ci étaient décrites dans les sources contemporaines comme les familles naturelles d'Oran, celles qui étaient là depuis le plus longtemps et exerçaient le plus d'influence. En dessous d'elles se trouvaient d'autres familles, certaines prospères, d'autres en difficulté, toutes unies par la condition partagée de leur existence. La communauté maintenait 3 langues. L'hébreu était utilisé à des fins religieuses. Le judéo-arabe était la langue quotidienne de conversation et de commerce, un dialecte arabe écrit en caractères hébraïques. L'espagnol castillan était la langue de communication avec la garnison et avec l'Espagne elle-même. La capacité de se mouvoir entre ces mondes, de parler à un gouverneur espagnol dans sa propre langue, puis de se retourner et de négocier en arabe avec une délégation tribale, était l'atout fondamental de la communauté. Ils laissèrent derrière eux des documents. Le plus important est le Mazor d'Oran, un ensemble de 5 manuscrits liturgiques aujourd'hui conservés à la Bodleian Library d'Oxford. Le Mazor contient plus de 100 poèmes en judéo-arabe et en hébreu, incluant des prières, des hymnes et finalement un poème narratif décrivant l'expulsion elle-même. Ces manuscrits sont la voix de la communauté parlant à travers les siècles. Que faisaient exactement les Juifs d'Oran?
La réponse est pratiquement tout ce qui nécessitait de franchir des frontières. Ils servaient d'interprètes, traduisant entre la garnison espagnole et le monde musulman environnant. Chaque négociation avec les tribus locales, chaque mission diplomatique auprès des dirigeants de Tlemcen, à chaque interrogatoire d'un ennemi capturé nécessitait leur service. La position d'interprète royal, détenue par la famille Cancino pendant 6 générations, était l'expression la plus visible de ce rôle. Mais le travail d'interprétation s'étendait à travers toute la communauté. Il servait d'agent diplomatique. Lorsque l'Espagne avait besoin de communiquer avec les puissances musulmanes, les Juifs portèrent les messages. Ils comprenaient les protocoles de cour, savaient quels fonctionnaires approcher et pouvaient formuler des propositions en termes que leurs homologues musulmans accepteraient. C'était un travail délicat, nécessitant la connaissance de multiples systèmes politiques. Ils servaient d'espions. Lorsque la garnison entreprenait des expéditions militaires, des jornadas dans le territoire environnant, où les intermédiaires juifs fournissaient des renseignements sur les mouvements ennemis, la géographie locale et les alignements politiques. Des informations qui pouvaient faire la différence entre un raid réussi et un désastre passaient entre les mains juives. Ils servaient de marchands. Le commerce entre Oran et l'arrière-pays musulman, et entre Oran et les ports espagnols comme Malaga et Carthagène, dépendait des réseaux commerciaux juifs. La garnison avait besoin de grains, de bétail et de fournitures. Les tribus locales voulaient des produits manufacturés européens. Les Juifs facilitaient ces échanges, profitant de leur position d'intermédiaire tout en assurant l'approvisionnement de la garnison. Ils servaient de prêteurs d'argent. L'argent liquide était toujours rare à Oran. Les soldats n'étaient pas payés pendant des mois d'affilée. Les gouverneurs avaient besoin de fonds pour maintenir les fortifications ou soudoyer les alliés locaux. Les prêteurs juifs fournissaient du crédit, facturant des intérêts que l'Église interdisait aux chrétiens de prendre. C'était un rôle que les Juifs avaient joué dans toute l'Europe médiévale, et cela continuait à Oran, et ils participaient à la traite des esclaves. Oran était un point de redistribution majeur pour les captifs musulmans, pris lors des raids espagnols sur les territoires environnants. Entre 1568 et 1570 seulement, 7 expéditions rapportèrent 1282 captifs. Ces prisonniers étaient vendus sur les marchés méditerranéens et les intermédiaires juifs s'occupaient de nombreuses transactions. L'historien Bernard Vincent documenta que les Juifs participaient à toutes les transactions impliquant des captifs. Ils n'étaient pas de simples observateurs passifs de l'économie esclavagiste. Ils en étaient des participants actifs. Ce dernier point est important pour comprendre pourquoi la communauté générait une telle hostilité. Les Juifs d'Oran n'étaient pas des victimes impuissantes attendant la persécution. Ils étaient des agents économiques actifs, occupant une position privilégiée dans un système qui extrayait la richesse de la violence. Ils profitaient de la traite des esclaves. Ils facturaient des intérêts sur les prêts. Ils accumulaient de la richesse de manière qui générait du ressentiment. La position juridique de la communauté était différente de tout ce qui existait ailleurs dans le monde espagnol. Ils n'avaient pas de charte officielle, pas de document légal garantissant leurs droits. Leur existence dépendait entièrement de la conviction continue de la couronne que leur service justifiait le scandale de tolérer des Juifs sur le sol espagnol. Ils avaient plus de liberté que les conversos, qui devaient prétendre être chrétiens et vivaient sous une surveillance constante de l'Inquisition. Mais ils avaient moins de sécurité que les Juifs vivant sous domination musulmane comme dhimmis, qui avaient au moins un statut juridique défini dans la loi islamique. L'arrangement fonctionnait parce que des institutions puissantes le soutenaient. La couronne, le Conseil de guerre et le Conseil d'État reconnaissaient tous l'utilité de la communauté et annulaient les tentatives de les expulser. Lorsque des gouverneurs ou le clergé local poussaient à l'expulsion, Madrid intervenait. Les Juifs restaient, mais les tensions ne disparurent jamais. Le clergé local se ressentait de la présence d'infidèles à l'intérieur d'une forteresse chrétienne. Certains gouverneurs voyaient les familles juives comme des rivales pour le pouvoir et l'influence. L'Inquisition,
qui ne pouvait poursuivre des Juifs professant ouvertement leur foi, mais les surveillait avec suspicion, cherchaient toute occasion de limiter leurs activités. Les soldats qui devaient de l'argent aux prêteurs juifs, ou qui avaient perdu des litiges commerciaux contre des marchands juifs, nourrissaient des griefs. La communauté survécut à ces pressions grâce à une combinaison d'indispensabilité et d'habileté politique. Ils se rendirent trop utiles pour être expulsés, et ils cultivèrent des protecteurs assez puissants pour bloquer leurs ennemis. Pendant 160 ans, cette stratégie fonctionna. La question qui planait sur tout était ce qui arriverait lorsqu'elle cesserait de fonctionner. Qu'arriverait-il lorsque les protecteurs mourraient ou perdraient le pouvoir, ou décideraient que la communauté ne valait plus la peine d'être protégée? La famille Cancino, plus que tout autre, comprenait cette question. Et pendant 6 générations, elle se consacra à s'assurer qu'on n'aurait jamais à y répondre. Les Cancino venaient originellement de Séville. Lorsqu'ils partirent, que ce fut après 1391 ou 1492, ils traversèrent jusqu'à Tlemcen, la capitale d'un royaume musulman dans ce qui est maintenant l'ouest de l'Algérie. Quelque temps après la conquête espagnole en 1509, ils s'installèrent à Oran, selon certains rapports sur ordre du roi Ferdinand lui-même. La position qu'ils occupaient était celle d'interprète royal, interprète de lengua, responsable de toute traduction officielle entre les autorités espagnoles et le monde arabophone. Le salaire était modeste, 25 écus par mois au XVIIe siècle. La valeur réelle de la position était incalculable. L'interprète était présent à chaque négociation importante. Il savait ce que les Espagnols étaient disposés à offrir et ce que les musulmans étaient disposés à accepter. Il comprenait les vulnérabilités de la garnison et les intentions des puissances locales. Les informations dont les commandants avaient besoin pour prendre des décisions passaient entre ses mains. Dans une forteresse où la communication était la survie, l'interprète était indispensable. La position devint héréditaire dans la famille Cancino. Le père la transmettait au fils pendant 6 générations, de la conquête en 1509 à l'expulsion en 1669. Aucune autre famille à Oran n'accumula une influence comparable. Les Cancino n'étant pas seulement des interprètes, ils étaient la direction politique de la communauté, son lien avec le pouvoir, sa meilleure protection contre les forces qui voulaient la détruire. Les premières générations bâtirent les fondations, ils établirent des relations avec les gouverneurs successifs, ils démontrèrent leur valeur à travers des décennies de services fiables, ils accumulèrent de la richesse grâce au commerce et au prêt d'argent. Ils devinrent si enracinés que les expulsés auraient nécessité de perturber tout le système. Au début du XVIIe siècle, la famille avait produit des figures de proéminence considérables. Isaac Cancino, qui précéda Jacob II, étendit les connexions de la famille au-delà d'Oran jusqu'à Madrid même. Il posa les bases de la carrière encore plus remarquable de son successeur. Mais ce fut Jacob Cancino II qui porta la dynastie à son apogée. Jacob assuma la position d'interprète en 1636, après une lutte qui révéla à la fois la valeur de la fonction et l'intensité de la compétition pour l'obtenir. Son prédécesseur, Aaron Cancino, avait été assassiné en 1633. Le meurtre exposa de profondes rivalités au sein de la communauté juive elle-même. Une compétition pour l'accès, pour la position, pour la faveur des autorités espagnoles. Lorsqu'Aaron mourut, le roi Philippe IV donna initialement la position d'interprète à quelqu'un d'autre. Yaob Saportas, aux membres d'une autre famille éminente d'Oran. Certains historiens croient que ce Yaob Saportas pourrait être identique au célèbre rabbin Jacob Sasportas, qui naquit à Oran en 1610 et devint plus tard l'une des autorités religieuses juives les plus importantes du XVIIe siècle. Que cette identification soit correcte ou non, la nomination signifiait que Jacob Cancino devait se battre pour ce qu'il considérait comme l'héritage légitime de sa famille. Jacob se rendit à Madrid. Il pétitionna le roi personnellement. Il rassembla des arguments, rappela des faveurs,
démontra ses qualifications, et il gagna. La position lui fut réattribuée, et il la conserverait pendant les 30 années suivantes. La carrière de Jacob à Madrid révéla des capacités qui allaient bien au-delà de la traduction. En 1623, 13 ans avant de devenir interprète, mais il avait déjà obtenu la permission de vivre ouvertement comme juif dans la capitale espagnole. C'était extraordinaire. Madrid était le siège du pouvoir de l'Inquisition. Les Juifs étaient légalement bannis du territoire espagnol. Pourtant, Jacob marchait dans les rues de la capitale, menait des affaires et interagissait avec les plus hauts niveaux du gouvernement, tout en professant sa foi. Il accomplit cela sous la protection du comte-duc d'Olivar, le principal ministre qui domina la politique espagnole de 1621 à 1643. Olivar était un pragmatique qui valorisait les serviteurs compétents indépendamment de leur origine. Il protégea les financiers conversos et apparemment étendit cette protection à au moins un agent ouvertement juif. Jacob opérait à Madrid sous le parapluie d'Olivar, isolé de l'Inquisition par la faveur ministérielle. En 1638, Jacob publia un livre à Madrid. Il avait traduit une œuvre hébraïque de Moïse Almosnino, un rabbin du XVIe siècle de Salonique, sur la capitale ottomane Constantinople. Le livre parut en castillan, imprimé à Madrid, avec le nom de Jacob dessus comme traducteur. Un juif, publiant un livre dans la capitale de l'Inquisition espagnole, était déjà assez remarquable. Que le livre concernât l'Empire ottoman, le grand rival de l'Espagne, ajoutait une autre couche de complexité. La publication démontra les références intellectuelles de Jacob et son accès au réseau d'impression espagnol. Elle servait aussi un objectif politique, fournissant aux lecteurs espagnols des informations sur leur ennemi, tout en mettant en valeur l'utilité unique de Jacob. Il n'était pas seulement un interprète de langue, il était un interprète de monde. Le plus grand service de Jacob à la couronne survint en 1656, lorsque l'Espagne était à nouveau en faillite. Le siècle avait été une catastrophe financière. L'Espagne avait déclaré faillite en 1557, 1575, 1596, 1607, 1627 et 1647. Les coûts des guerres européennes, de l'administration coloniale et des opérations militaires dépassaient de loin les revenus. Dans les années 1650, le trésor était vide. Jacob Cancino prêta à la couronne 800 000 ducats. C'était une somme immense. Le coût annuel total du maintien de la garnison d'Oran était d'environ 100 000 ducats. Jacob avait personnellement financé l'équivalent de 8 années d'opération. D'où il obtint cet argent, que ce fût de sa propre richesse accumulée, ou en organisant un consortium de prêteurs. Les sources ne le disent pas clairement. Ce qui importe est qu'il l'avait, et qu'il le donna au roi. Le prêt rendit Jacob intouchable. Un débiteur ne détruit pas son créancier. Tant que la couronne devait à Jacob 800 000 ducats, aucun ennemi, aussi puissant fût-il, ne pouvait agir contre lui. Il avait acheté la protection avec la monnaie la plus fiable disponible, l'argent dont le roi avait besoin et ne pouvait rembourser. Mais Jacob avait des ennemis. Le marquis de Los Vélez, gouverneur d'Oran, voulait contrôler lui-même la position d'interprète. Il avait un candidat en tête, quelqu'un qu'il pouvait dominer, et Jacob se trouvait sur son chemin. La rivalité était personnelle et institutionnelle, un conflit entre l'autorité du gouverneur et la position enracinée de l'interprète. L'Inquisition surveillait aussi Jacob avec suspicion. En novembre 1643, Fray Juan Ponce, un ancien commissaire de l'Inquisition qui avait servi à Oran, écrivit à la Suprema, le Conseil suprême de l'Inquisition, l'avertissant de l'arrivée de Jacob en Espagne. Le langage de Ponce était fantasque. Il appelait Jacob un magicien puissant qui mélangeait des herbes et des poudres pour subjuguer les autres, présumément les fonctionnaires espagnols qui le protégeaient. L'accusation était manifestement fantaisiste,
mais elle reflétait la frustration de l'Inquisition de ne pouvoir toucher un juif qui opérait ouvertement à Madrid sous protection royale. La Suprema répondit en ordonnant au port de Valence d'expulser tous les Juifs d'Oran qui débarqueraient sans permission royale explicite. C'était un coup de semonce à l'attention de Jacob, un rappel que l'Inquisition ne l'avait pas oublié, même si elle ne pouvait pas le poursuivre directement. Aucun de ses ennemis ne pouvait abattre Jacob de son vivant. Ses relations, sa richesse, ses décennies de service, et surtout son prêt à la couronne, le rendaient invulnérable. La communauté qu'il protégeait partageait cette invulnérabilité. Tant que Jacob Cancino se dressait entre eux et leurs ennemis, les Juifs d'Oran étaient en sécurité. Le 19 septembre 1666, Jacob Cancino II mourut. Il avait probablement entre 60 et 70 ans. Il avait occupé le poste d'interprète pendant 30 ans, plus longtemps que n'importe lequel de ses prédécesseurs. Il avait vu l'Espagne décliner de la domination européenne à l'impuissance épuisée. Il avait navigué à travers la chute d'Olivar, les guerres interminables, entre les banqueroutes, la transition de Philippe IV au gouvernement de régence qui régnait désormais au nom d'un enfant maladif. Sa mort laissa la communauté sans son protecteur. Son fils aîné, Isaac, hériterait du poste d'interprète, mais Isaac ne possédait pas les décennies de relations accumulées par son père, ses connexions à Madrid, son histoire de service qui le rendait indispensable. Isaac était un jeune homme qui entrait dans les souliers d'un vieil homme, et les souliers n'étaient pas à sa taille. Le marquis de Los Vélez comprit immédiatement ce que signifiait la mort de Jacob. L'obstacle qui l'avait bloqué pendant des années avait disparu. Le moment d'agir était venu. L'historienne Beatriz Alonso Acero intitula son chapitre sur cette période « La lenta agonia de los judíos en Oran », la lente agonie des Juifs d'Oran. L'expression capture quelque chose d'essentiel sur la manière dont la fin survint. Ce ne fut pas une rupture soudaine, pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Ce fut l'aboutissement de 160 ans d'existence précaire, l'échec final d'une stratégie qui avait fonctionné pendant 6 générations. La survie de la communauté avait toujours été, comme l'écrivit Jean-Frédéric Chaube, suspendue au sentiment d'utilité des services rendus. Tant que la couronne croyait les Juifs utiles, elle passait outre leurs ennemis. Tant que quelqu'un d'assez puissant se tenait entre la communauté et les forces qui voulaient la détruire, la communauté survivait. Jacob Cancino avait été cette personne. Maintenant, il était mort. La situation politique à Madrid empirait les choses. Le roi Philippe IV était mort en septembre 1665, un an avant Jacob Cancino. Le nouveau roi, Charles II, avait 4 ans. Il n'assumerait pas le pouvoir personnel avant 1675. Entre-temps, sa mère, la reine régente Marie-Anne d'Autriche, gouvernait en son nom. Marie-Anne était une étrangère, une Habsbourg autrichienne dans une cour pleine de grands d'Espagne qui lui en voulèrent de son influence. Elle gouvernait par l'intermédiaire d'une série de premiers ministres, en commençant par Juan Everardo Nithard, son confesseur jésuite autrichien. La nomination de Nithard provoqua la fureur parmi les nobles espagnols, qui voyaient un prêtre étranger exercer un pouvoir qui aurait dû leur appartenir. L'opposition se cristallisa autour de Don Juan José d'Autriche, le fils illégitime de Philippe IV. Don Juan José était tout ce que Nithard n'était pas, espagnol, militaire, ambitieux, au populaire auprès de l'armée et de la petite noblesse. Il défiait ouvertement l'autorité de la régence, frôlant parfois la rébellion armée. En février 1669, Don Juan José força Marie-Anne à démettre Nithard. Le jésuite fut exilé d'Espagne. La régence avait survécu, mais elle était blessée, humiliée et désespérée de démontrer sa force. Tel était le contexte politique dans lequel le marquis de Los Vélez pressa son cas pour l'expulsion des Juifs d'Oran. Le gouverneur avait de multiples motivations. L'inimitié personnelle envers la famille Cancino avait fermenté pendant des années. Il voulait redistribuer leur position lucrative à ses propres clients.
Ils croyaient aussi, probablement, comme de nombreux fonctionnaires espagnols, que tolérer des Juifs dans une possession espagnole était tout simplement mal, à une violation des principes qui définissaient l'État espagnol. Les arguments pour l'expulsion faisaient écho à la logique de 1492 et 1609. La présence de Juifs sur le sol espagnol était un affront à l'orthodoxie catholique. Elle scandalisait les fidèles. Elle sapait l'identité de l'Espagne en tant que nation catholique. Quels que soient les services fournis par les Juifs, ils ne pouvaient justifier la tolérance d'infidèles sous la couronne. La contre-réforme avait intensifié ses pressions au cours du siècle précédent. Le Concile de Trente, qui se réunit entre 1545 et 1563, avait resserré les restrictions sur les non-chrétiens dans tous les territoires catholiques. La bulle Cum Nimis Absurdum du pape Paul IV en 1555 avait imposé des ghettos murés dans toutes les terres papales. La tendance partout était vers une séparation plus stricte entre chrétiens et autres. L'Espagne avait déjà démontré son engagement envers ce principe. En 1609, le roi Philippe III avait ordonné l'expulsion des Morisques, les descendants de musulmans qui s'étaient convertis au christianisme après la conquête de Grenade. L'expulsion élimina environ 300 000 personnes, soit environ 4% de la population espagnole. Elle dévasta l'économie agricole de Valence et d'Aragon, et elle fut explicitement présentée comme l'émulation de l'expulsion des Juifs par les rois catholiques en 1492. L'expulsion d'Oran compléterait la séquence. Les Juifs expulsés en 1492 avaient quitté l'Espagne depuis 177 ans. Les Morisques expulsés en 1609 étaient partis depuis 60 ans. Seuls les Juifs d'Oran restaient. Et une petite communauté s'accrochant à l'existence sur la côte africaine. Les éliminés fermeraient la dernière anomalie, purifieraient la dernière exception, finiraient ce que Ferdinand et Isabelle avaient recommencé. Face à ces arguments se dressait le cas pour garder les Juifs. Ils fournissaient des services que personne d'autre ne pouvait fournir. Leur interprétation, leurs renseignements et leurs réseaux commerciaux étaient essentiels au fonctionnement de la garnison. Jacob Cancino avait prêté 800 000 ducats à la couronne. Expulser la communauté signifiait perdre ses atouts et faire défaut sur cette dette. Mais Jacob était mort. La dette était envers un homme mort, et les hommes morts ne recouvrent pas ce qui leur est dû. Isaac Cancino ne possédait pas la position de son père pour exiger le remboursement de l'obligation, car les autres dirigeants de la communauté n'avaient pas son accès à Madrid, ses relations avec les ministres puissants, ses décennies de crédibilité accumulées. Les arguments pour l'expulsion l'emportèrent. Au début de 1669, la reine régente Marie-Anne signa le décret ordonnant l'expulsion des Juifs d'Oran et de Mers el-Kébir. La date exacte du décret ne subsiste pas dans toutes les sources, mais l'expulsion fut exécutée en avril de cette année-là. La communauté reçut du temps pour régler ses affaires et organiser le transport. Ce ne fut pas la fuite paniquée de 1492, lorsque les Juifs eurent 4 mois pour liquider des générations de biens accumulés. La communauté d'Oran était assez petite et la logistique assez simple pour que l'expulsion puisse être menée de manière relativement ordonnée. Des récits contemporains de l'expulsion subsistent des deux côtés. Luis Joseph de Sotomayor y Valenzuela rédigea un récit destiné à glorifier le marquis de Los Vélez, présentant l'expulsion comme un acte juste de purification catholique. Du côté juif, un long poème en judéo-arabe fut composé décrivant l'expulsion et préservé dans le Mazor d'Oran. Cette qassida, étudiée par les chercheurs modernes, donne la voix de la communauté à un événement que les sources espagnoles présentaient comme un triomphe. Ce sur quoi les sources s'accordent, c'est le fait fondamental. En avril 1669, environ 470 à 500 Juifs rassemblèrent les possessions qu'ils pouvaient porter et quittèrent la forteresse que leurs familles avaient appelée leur foyer pendant 160 ans. Les derniers Juifs de la couronne espagnole sortirent d'Oran.
pour ne jamais revenir. Où allez-vous quand l'endroit où vous avez vécu pendant 6 générations vous expulse? Les Juifs d'Oran affrontèrent cette question en avril 1669. Ils n'étaient pas la première communauté séfarade à y faire face. Leurs ancêtres y avaient fait face en 1492 et avant cela en 1391 et y feraient face à nouveau dans d'autres lieux et d'autres siècles. L'exil était tissé dans l'expérience séfarade. Ce qui variait était la destination. La communauté se dispersa à travers la Méditerranée occidentale, cherchant refuge dans des lieux où les Juifs pouvaient vivre ouvertement et en sécurité. Leurs choix reflétèrent les réseaux qu'ils avaient construits au fil de générations de commerce et la connaissance qu'ils avaient accumulée sur les endroits où la tolérance pouvait être trouvée. La destination principale fut Nice. La ville était alors sous la domination des ducs de Savoie, qui avaient permis l'installation séfarade depuis 1648. Une petite communauté juive y existait déjà, composée de réfugiés d'Italie et de Hollande. Nice était assez proche d'Oran pour être accessible par bateau, assez loin du territoire espagnol pour être sûr, et gouvernée par des dirigeants qui voyaient un avantage commercial à accueillir des marchands et artisans qualifiés. De Nice, beaucoup continuèrent vers Livourne. Ce port toscan, appelé Leghorn en anglais, était devenu la ville la plus accueillante de la Méditerranée pour les Juifs séfarades. Les grands-ducs Médicis avaient activement recruté des marchands juifs depuis la fin du XVIe siècle, comprenant que la tolérance religieuse était bonne pour les affaires. Livourne n'avait pas de ghetto. Les Juifs pouvaient vivre où ils le souhaitaient, exercer n'importe quel métier et pratiquer leur religion ouvertement. Au milieu du XVIIe siècle, la ville avait une communauté séfarade florissante, engagée dans le commerce méditerranéen. Abraham Cancino, le frère cadet du fils aîné d'Isaac Cancino, devint finalement rabbin à Livourne. La famille qui avait servi comme interprète de l'Espagne pendant 6 générations fournissait maintenant un leadership religieux à une communauté de réfugiés. C'était un type de service différent, mais il poursuivait la prééminence de la famille dans un nouveau cadre. Certains des Juifs expulsés atteignirent Amsterdam. La République néerlandaise offrait une véritable tolérance religieuse, une rareté dans l'Europe du XVIIe siècle. La communauté séfarade d'Amsterdam était l'une des communautés juives les plus riches et les plus dynamiques culturellement au monde. Elle avait produit des philosophes comme Spinoza, des marchands qui commerçaient à travers le globe et une industrie d'imprimerie qui servait les communautés juives partout. Un Isaac Cancino fut actif comme éditeur à Amsterdam en 1685, possiblement un parent de la famille d'Oran, poursuivant leur tradition de travail avec les textes et les langues. D'autres réfugiés se rendirent probablement à Tlemcen, Alger ou d'autres villes d'Afrique du Nord, où existaient des communautés juives sous domination musulmane. C'étaient les terres vers lesquelles leurs ancêtres avaient fui après 1492, et elles pouvaient recevoir de nouvelles vagues de réfugiés. Les conditions étaient différentes de ce qu'ils avaient connu à Oran. En tant que dhimmis, sous la loi islamique, ils feraient face à des restrictions légales et des taxes spéciales, mais ils auraient des droits définis, un statut reconnu et une sécurité relative. C'était plus que ce que la couronne espagnole avait finalement offert. Nous en savons moins sur la dispersion que nous le voudrions. Les sources se concentrent sur l'expulsion elle-même, sur le décret et son exécution, plutôt que sur ce qui se passa ensuite. La communauté qui avait été si soigneusement documentée, tant qu'elle servait les intérêts espagnols, devint invisible une fois qu'elle cessa de les servir. Nous savons où certains individus finirent parce que leurs noms apparaissent dans les archives de Nice, Livourne et Amsterdam. Pour la plupart des 470 expulsés, nous ne savons rien de leur destin. Un choix se distingue du reste. Isaac Cancino, le fils aîné de Jacob Cancino le second, ne partit pas en exil. Au moment de l'expulsion, il se convertit au christianisme. Nous ne savons pas pourquoi Isaac fit ce choix. Les sources n'enregistrent pas son raisonnement.
seulement sa décision. Peut-être ne pouvait-il supporter de quitter le seul foyer qu'il ait jamais connu. Peut-être croyait-il que la conversion lui permettrait de maintenir la position et la propriété de la famille. Peut-être avait-il perdu foi dans une tradition qui avait mené sa famille à ce moment. Peut-être manquait-il simplement de courage ou de moyens pour recommencer ailleurs. Ce que nous savons, c'est qu'après 6 générations de la famille Cancino servant l'Espagne, tout en maintenant leur identité juive, la 7e génération brisa la chaîne. Isaac resta derrière en tant que chrétien, tandis que sa communauté marchait vers l'exil. La conversion dut envoyer des ondes de choc à travers la communauté en partance. Les Cancino avaient été leurs dirigeants, leurs protecteurs, leur connexion au pouvoir. Jacob Cancino avait personnifié la stratégie de survie de la communauté par l'indispensabilité. La conversion de son fils signifiait que cette stratégie avait complètement échoué. Non seulement la communauté avait été expulsée, mais sa famille dirigeante avait abandonné l'identité même que l'expulsion était censée punir. Les descendants d'Isaac, s'il en eut, auraient été des nouveaux chrétiens. Conversos, sujets aux mêmes suspicions et handicaps que les descendants des Juifs, qui s'étaient convertis en 1492. L'Inquisition scrutait les familles conversos pendant des générations, cherchant des preuves de pratiques juives secrètes. Isaac avait échappé à l'exil au prix d'entrer dans un type différent de surveillance. Pour la communauté qui partit, l'expulsion brisa les connexions construites au cours de 160 ans. Les relations avec les fonctionnaires espagnols, les réseaux commerciaux reliant Oran aux ports espagnols, les sources de renseignements dans les territoires musulmans environnants, tout cela fut perdu. L'expertise qui les avait rendus indispensables sortit d'Oran et se dispersa à travers la Méditerranée. Qu'emportèrent-ils avec eux? Des possessions personnelles, certainement. De l'argent, dans la mesure où ils avaient pu convertir leurs biens en richesses portables. Des livres et des documents, incluant les manuscrits qui deviendraient finalement le Mazor d'Oran. Et des souvenirs, des histoires, la connaissance accumulée de la manière dont leur communauté avait survécu dans une situation impossible pendant 6 générations. Que laissèrent-ils derrière eux? Des maisons, des commerces, des relations avec des voisins et des clients, les tombes de leurs ancêtres, la synagogue où ils avaient prié, les rues qu'ils avaient parcourues chaque jour de leur vie. Tout ce qui ne pouvait être porté fut perdu. La forteresse qu'ils laissèrent derrière eux survivrait encore 39 ans, mais elle ne fonctionnerait plus jamais de la même manière. La conséquence immédiate de l'expulsion fut simple. L'Espagne perdit toute sa classe intermédiaire à Oran. Les interprètes qui avaient facilité chaque négociation avec les puissances musulmanes étaient partis. Les marchands qui avaient maintenu des liens commerciaux avec les territoires environnants étaient partis. Les collecteurs de renseignements qui avaient fourni des informations sur les mouvements ennemis étaient partis. Les personnes qui comprenaient comment naviguer les relations complexes entre la garnison espagnole et ses voisins musulmans, relations qui déterminaient si la garnison mangerait ou mourrait de faim, étaient partis. Les Espagnols ne les remplacèrent pas. Ils ne le pouvaient pas. Les compétences que les Juifs avaient possédées, les langues qu'ils parlaient, les relations qu'ils avaient construites au fil des générations, ce n'étaient pas des choses qui pouvaient être reproduites par un décret. De nouveaux interprètes devaient être trouvés et formés. De nouveaux réseaux commerciaux devaient être établis. De nouvelles sources de renseignements devaient être cultivées. Tout cela prenait du temps qu'Oran n'avait pas. La garnison boitilla pendant encore 4 décennies. Les coûts continuèrent de s'accumuler. La situation stratégique continua de se détériorer. L'Espagne menait des guerres qu'elle ne pouvait se permettre contre des ennemis qu'elle ne pouvait vaincre. Les présidios nord-africains représentaient un drainage de ressources qui étaient nécessaires ailleurs. En janvier 1708, 39 ans après l'expulsion, Oran tomba. Les attaquants étaient des forces ottomanes algériennes sous le commandement du bey de Mascara. Ils assiégèrent la forteresse avec des effectifs écrasants. La garnison espagnole, réduite à moins de 1500 hommes par des années de négligence,
ne put tenir. Des mutineries avaient affaibli la discipline. Les expéditions de secours avaient échoué. La forteresse qui avait tenu pendant 199 ans fut submergée. La chute d'Oran ne peut être attribuée uniquement à l'expulsion des Juifs. Le déclin impérial plus large de l'Espagne, son épuisement financier, son incapacité à projeter sa puissance à travers la Méditerranée, tous ces facteurs ont contribué à la perte. Mais l'expulsion avait supprimé un élément essentiel du fonctionnement de la garnison. Or, les personnes qui avaient rendu possible la survie en territoire hostile n'étaient plus là. Leur absence se fit sentir dans chaque négociation qui échoua, chaque renseignement qui fut manqué, chaque relation commerciale qui s'effondra. L'Espagne reconquit brièvement Oran en 1732 avec une expédition massive de plus de 28 000 soldats. La deuxième période de domination espagnole dura jusqu'en 1792, lorsqu'un tremblement de terre dévastateur convainquit la couronne d'abandonner définitivement la forteresse. Rien n'indique que les Juifs furent formellement réadmis durant cette seconde période. La communauté qui avait servi l'Espagne pendant 160 ans ne fut pas invitée à revenir. L'expulsion de 1669 fut l'événement terminal d'une séquence de purges religieuses qui avait commencé en 1492. Ferdinand et Isabelle expulsèrent les Juifs d'Espagne. Leurs successeurs expulsèrent les Juifs de Sicile, de Naples et d'autres territoires espagnols en Italie. Philippe III expulsa les Morisques en 1609. Chaque expulsion fut justifiée dans les mêmes termes: purifier le sol espagnol de toute contamination religieuse, achever l'œuvre des rois catholiques, parfaire l'identité de l'Espagne en tant que nation purement chrétienne. Le coût de cette pureté fut énorme. L'expulsion de 1492 retira de l'économie espagnole des marchands qualifiés, des artisans, des médecins et des financiers. L'expulsion des Morisques dévasta l'agriculture de Valence et d'Aragon, régions qui dépendaient de la main-d'œuvre morisque. L'expulsion d'Oran élimina les personnes qui faisaient fonctionner la forteresse nord-africaine la plus importante d'Espagne. À chaque fois, l'Espagne choisit l'idéologie plutôt que le pragmatisme. À chaque fois, elle en paya le prix. Le contexte européen plus large rend les choix de l'Espagne encore plus frappants. Tandis que l'Espagne expulsait les minorités religieuses, d'autres puissances apprenaient à les tolérer. La République néerlandaise, qui avait gagné son indépendance de l'Espagne lors d'une longue guerre se terminant en 1648, offrait une véritable tolérance religieuse. Juifs, catholiques et dissidents protestants y trouvèrent tous refuge. La communauté séfarade d'Amsterdam devint l'une des communautés juives les plus riches et les plus influentes de l'histoire, contribuant à la domination commerciale néerlandaise au XVIIe siècle. L'Angleterre, qui avait expulsé ses Juifs en 1290, les réadmit en 1656 sous Oliver Cromwell. La décision fut motivée par une logique mercantiliste. Les Juifs apportèrent des compétences commerciales, des réseaux commerciaux et du capital. Un État qui les accueillait en bénéficierait. Un État qui les expulsait perdrait. Le port italien de Livourne, sous les grands-ducs Médicis, recruta activement des marchands séfarades. Les Médicis comprirent que la tolérance religieuse était bonne pour les affaires. Livourne devint un centre commercial majeur, précisément parce qu'elle accueillait des personnes que d'autres États rejetaient. Même au sein du monde catholique, les pratiques variaient. Les États pontificaux maintenaient des communautés juives dans des ghettos, restreintes et désavantagées, mais non expulsées. Venise avait son ghetto, le ghetto original qui donna le mot aux autres langues. Mais les Juifs demeuraient partie intégrante de la vie commerciale de la ville. L'Espagne se tenait seule dans sa quête d'uniformité religieuse totale. D'autres États considéraient les minorités religieuses comme des atouts économiques à cultiver. L'Espagne les voyait comme des contaminants spirituels à purger. Les conséquences de ce choix se manifestèrent au cours de siècles de déclin espagnol. Le rôle de l'Inquisition dans l'expulsion d'Oran mérite attention.
Le Saint-Office n'établit jamais de tribunal formel dans les présidios nord-africains comme il le fit au Mexique, au Pérou, en Sicile et en Sardaigne. Mais des commissaires de l'Inquisition opéraient à Oran, et l'influence idéologique de l'Inquisition façonnait le climat dans lequel la communauté juive existait. La juridiction principale de l'Inquisition concernait les chrétiens baptisés, spécifiquement les conversos et les morisques soupçonnés de pratiquer secrètement leur foi d'origine. Les Juifs professant ouvertement leur religion échappaient à cette juridiction. Ils étaient des infidèles, non des hérétiques. Paradoxalement, cela les protégeait. En restant ouvertement juifs plutôt qu'en se convertissant, la communauté d'Oran évitait le pouvoir de poursuite de l'Inquisition. Mais l'idéologie plus large de l'Inquisition de limpieza de sangre, pureté du sang, créait une atmosphère culturelle hostile à toute tolérance envers les non-chrétiens. Le concept soutenait que l'ascendance importait autant que la croyance. Même les convertis sincères demeuraient souillés par leur sang juif ou musulman. Leurs descendants, quelle que fût leur dévotion, héritaient de cette souillure. Dans une société organisée autour de la limpieza de sangre, tolérer des juifs pratiquant ouvertement leur religion était une impossibilité idéologique. L'exception d'Oran ne pouvait exister que tant que des institutions puissantes y insistaient. Lorsque la couronne cessa d'insister, l'exception prit fin. L'histoire des Juifs d'Oran ne s'acheva pas en 1669. Elle entra dans un long silence, puis, sous une forme différente, recommença. Sous domination musulmane après 1708, les Juifs furent autorisés à revenir à Oran. Le bey de Mascara, le même dirigeant dont les forces avaient conquis la ville sur l'Espagne, voyait une valeur dans une présence juive. Les compétences commerciales que l'Espagne avait expulsées, les dirigeants musulmans les accueillirent. Lorsque l'Espagne reprit brièvement Oran en 1732, aucune réadmission formelle des Juifs n'eut lieu. La deuxième période de domination espagnole, durant jusqu'en 1792, maintint l'exclusion que le décret de 1669 avait établie. La communauté qui avait servi l'Espagne pendant 160 ans demeura indésirable. La véritable Renaissance vint après le départ définitif de l'Espagne. En 1792, à la suite d'un tremblement de terre dévastateur, l'Espagne abandonna définitivement Oran. Le bey de Mascara prit le contrôle et invita activement les Juifs à s'installer. Ils vinrent de Mostaganem, de Mascara, de Nedroma. Des immigrants juifs marocains les rejoignirent. Au moment où la France conquit Oran en 1831, la ville comptait environ 3000 habitants musulmans et juifs. Sous la domination coloniale française, la communauté juive se développa considérablement. Le décret Crémieux de 1870 accorda la citoyenneté française aux Juifs algériens, transformant leur statut juridique et les intégrant à la société coloniale française. En 1962, lorsque la guerre d'indépendance algérienne mit fin à la domination française, près de 30 000 Juifs vivaient à Oran. Ils formaient la deuxième plus grande communauté juive d'Algérie, après Alger. Pratiquement toute la population juive d'Algérie, y compris Oran, évacua vers la France pendant et après la guerre. Ils rejoignirent la grande communauté séfarade en France métropolitaine, s'ajoutant aux descendants d'émigrations antérieures et aux réfugiés d'autres pays nord-africains. Mais cette communauté, celle qui grandit à partir de 1792 et se dispersa en 1962, était fondamentalement différente de celle expulsée en 1669. Les familles hispanophones qui avaient servi d'interprètes à la couronne, les Cancino et Sasportas et Satora et Ben Zmiro, furent dispersés entre Nice, Livourne et Amsterdam. La nouvelle communauté comprenait des Juifs marocains et de l'Ouest algérien qui arrivèrent après 1792. Le fil reliant la vie juive d'Oran à ses racines ibériques avait été rompu. L'expulsion créa un vide de 123 ans dans la présence juive continue.
de 1669 à 1792. Plus d'un siècle d'absence sépara la communauté qui servit l'Espagne de celle qui servit la France. Les langues changèrent, les coutumes changèrent, les mémoires changèrent. Les anciens poèmes judéo-arabes du Mazor d'Oran ne furent plus chantés dans les nouvelles synagogues. Les documents qui survécurent à l'expulsion aboutirent, au fil des siècles, dans des institutions loin d'Oran. Les 5 manuscrits du Mazor d'Oran sont aujourd'hui conservés à la bibliothèque bodléienne d'Oxford. Ils contiennent plus de 100 poèmes en judéo-arabe et en hébreu, dont la Qassida qui raconte l'expulsion elle-même. Des chercheurs comme Paul Fenton ont étudié ces textes, récupérant la vie littéraire et spirituelle de la communauté à partir de manuscrits qui traversèrent la Méditerranée dans les poches de réfugiés. Le livre de Jacob Cancino, de 1638, sa traduction castillane de l'œuvre d'Almos Nino sur Constantinople, subsiste dans des bibliothèques qui préservent les imprimés espagnols. C'est un artefact curieux, un auteur juif publiant un texte juif sur l'Empire ottoman dans la capitale de l'Inquisition espagnole. Il témoigne d'un moment de possibilité que l'expulsion referma. Les archives de Simancas et l'Archivo Histórico Nacional à Madrid contiennent la correspondance administrative, les décrets royaux et les délibérations qui documentèrent l'existence de la communauté et sa fin. Jean-Frédéric Chaube, Jonathan Israël, Béatrice Alonso Acero et d'autres historiens ont exploité ces archives pour reconstituer ce qui s'est passé. Leur travail a permis de raconter cette histoire avec détail et précision. Que signifie cette histoire? Quelles leçons, le cas échéant, offre-t-elle? C'est une histoire sur les usages et les limites de la tolérance. Les Juifs d'Oran furent tolérés non parce que l'Espagne avait embrassé la diversité ou rejeté le sectarisme. Ils furent tolérés parce qu'ils étaient utiles. Dès que cette perception d'utilité s'estompa, la tolérance prit fin. La tolérance fondée sur l'utilité n'est pas une tolérance du tout. C'est une acceptation conditionnelle, révocable à tout moment, dépendante du maintien d'une valeur aux yeux de ceux qui détiennent le pouvoir. C'est une histoire sur la fragilité de la sécurité. La communauté d'Oran survécut pendant 160 ans en se rendant indispensable. Elle réussit brillamment dans cette stratégie. Elle devint si essentielle aux opérations espagnoles que les gouverneurs ne pouvaient la retirer quelle que fût leur volonté de le faire. Et puis, lorsque Jacob Cancino mourut et que la situation politique changea, toute cette indispensabilité se révéla insuffisante. La sécurité construite sur l'utilité auprès de personnes puissantes est une sécurité que ces personnes puissantes peuvent retirer. C'est une histoire sur l'action humaine dans des circonstances contraintes. Les Juifs d'Oran ne choisirent pas les conditions de leur existence. Ils naquirent dans une situation impossible, tolérés par un État qui aurait dû les expulser, dépendant de la croyance continue en leur utilité. Dans ces contraintes, ils naviguèrent avec une habileté extraordinaire. 6 générations de la famille Cancino travaillèrent à construire des relations, accumuler des richesses et protéger leur communauté. Jacob Cancino II consacra sa vie à se rendre intouchable. Ce n'étaient pas des victimes passives, c'étaient des acteurs faisant des choix, poursuivant des stratégies, façonnant leur destin autant que leurs circonstances le permettaient. Et c'est une histoire sur des choix. Isaac Cancino choisit la conversion plutôt que l'exil. Sa communauté choisit de maintenir son identité dans des circonstances qui les pressaient constamment de l'abandonner. L'Espagne choisit l'idéologie plutôt que le pragmatisme, la pureté plutôt que l'utilité, l'exclusion plutôt que la tolérance. Ces choix eurent des conséquences qui façonnèrent des siècles d'histoire. Les derniers Juifs de la couronne espagnole sortirent d'Oran en avril 1669, 177 ans après que Ferdinand et Isabelle eurent signé le décret qui expulsa leurs ancêtres d'Espagne. Ils emportèrent avec eux les poèmes qui aboutiraient à Oxford, les mémoires qui s'estomperaient avec les générations, et la question qui avait défini leur existence depuis le début.
Que signifie être indispensable jusqu'à ce que, soudainement, on ne le soit plus? Bon, la forteresse qu'ils laissèrent derrière eux tomba 39 ans plus tard. L'empire qui les expulsa continua son long déclin. Les descendants des expulsés construisirent de nouvelles vies à Nice, Livourne, Amsterdam et partout ailleurs où ils trouvèrent refuge. Et l'histoire qu'ils avaient vécue, l'étrange histoire de Juifs servant le roi qui avait expulsé leur peuple, fut préservée dans des archives et des manuscrits pour que les générations futures la découvrent. À Oran, aujourd'hui, il reste peu de traces pour marquer la présence juive qui dura de avant 1509 à 1962, avec ce long vide au milieu. Les murs de la forteresse tiennent toujours debout. Les forts que les ingénieurs espagnols construisirent peuvent encore être vus, mais le quartier juif a disparu, ou absorbé dans une ville qui a changé de main à maintes reprises et qui appartient désormais à une Algérie indépendante. Le Mazor d'Oran repose à Oxford. Le livre de Jacob Cansino repose dans les bibliothèques espagnoles. Les archives reposent à Simancas et Madrid. L'histoire survit en fragments, dispersée à travers des institutions, attendant d'être assemblée par des chercheurs et racontée à des publics qui n'ont peut-être jamais entendu parler de cette petite communauté et de son histoire extraordinaire. Ceci a été ce récit, l'histoire de 470 personnes qui n'auraient pas dû exister, qui survécurent pendant 6 générations en étant trop précieuses pour être détruites. Mais l'étaient-elles? Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, cette prochaine vidéo vous choquera. Cliquez juste ici pour la regarder maintenant.